Yaorana, bonsoir à tous. C'est l'heure du débrief, 52 minutes pour débattre des sujets qui animent la société polynésienne. Aujourd'hui, certains ont déjà accès à la 4G ou à la fibre. Mais dans les îles éloignées, la connexion reste fragile. Pourtant, Internet est aujourd'hui essentiel pour l'école, la santé ou l'économie. Avec Honotua, Manatua, la 5G qui démarre, OneWeb en déploiement et Starlink au cœur des débats juridiques, la question est simple. Quel avenir numérique pour nos îles? Ce soir, je vous propose de débriefer de l'accès au réseau Internet en Polynésie avec Tehina Turet, directeur technique d'Onati. Bonsoir. Yorana. On va essayer d'expliquer la stratégie de cet opérateur historique et le déploiement de OneWeb. Évidemment, on ne peut pas y couper. Commencer. Exactement. Artigas Atitio, tu es le Tavana de Rimatara et on va témoigner là ce soir de la réalité d'une petite île éloignée. Comment ça se passe sur les réseaux? Bonsoir. Bonsoir Yorana. Avec nous également Olivier Cressman, nouveau président de l'Open, l'organisation professionnelle de l'économie numérique. Bonsoir. Yorana. On va essayer d'analyser les enjeux économiques et sociétaux du numérique. Et maître Édouard Varro, avocat au barreau de Papeete. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, et tu es à l'origine du recours contre l'interdiction d'importation d'une antenne Starlink. Et je précise d'une parce que tu n'es pas l'avocat de Starlink en Polynésie. Exactement, merci de l'avoir précisé. Précision importante, Ouais. Pour continuer. Merci donc à tous les quatre d'avoir accepté cette invitation. On parle d'un sujet qui touche absolument tout le monde en Polynésie. Un sujet parfois un peu touchy, qui provoque certaines incompréhensions, parfois même certaines colères. Mais avant de parler de satellites, avant de parler de 5G, de connexion, on va peut-être faire déjà un état des lieux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et je voulais me tourner vers toi, Tavana. À quoi ressemble la connexion au quotidien sur l'île de Rimatara? Merci Yorana à tous. Je voudrais saluer, avant de répondre à la question, saluer mes collègues qui sont autour de cette table afin de discuter d'un problème, comme tu le dis, qui est au cœur de toutes les discussions. Cette discussion qui revient à chaque fois, la connexion, quand est-ce on va l'avoir. Et je suis également là pour porter la voix des autres communes qui sont dans le même cas que moi. Je ne suis pas le seul à subir, on va dire, cette fracture numérique. Mais comment ça se passe? C'est une fracture en plus de toutes les autres. Mais effectivement, celle-ci, elle est importante aussi. ça rend le travail de l'administration très difficile. C'est très difficile, vous savez, quand on a des logiciels API qui arrivent dans la commune, comment on les met en place? C'est tout simplement pas possible pour nos agents d'envoyer un dossier où à chaque fois on est là, c'est pas possible, c'est lent, on n'a pas le temps, ou alors on revient encore à la clé USB, on enregistre tout et on envoie ça à PPTC. Je crois que le numérique aujourd'hui dans les îles, ce n'est pas un luxe. En fait, qu'est-ce qui bloque dans les îles? C'est le temps de connexion, c'est les coupures, on n'arrive pas à télécharger, on peut pas... Mais c'est le temps de connexion. À savoir que dans les îles, c'est pas été il y a 15-20 ans où on est encore à la DSL. Je prends le cas de la commune de Rimatara. Quand je suis arrivé en 2020, on n'avait qu'un routeur. Un routeur. Donc, pour essayer de trouver des solutions pour nous sortir de là, parce qu'il faut quand même qu'on réponde à des mails, à des courriers qu'on envoie. Et on a été obligé de coupler, de mettre 2 routeurs pour essayer d'avoir de la puissance numérique, je peux m'exprimer ainsi. Mais même ça, c'est impossible. Les administrés, au-delà de l'administration, tes administrés aussi viennent te voir en disant je peux pas appeler ne serait-ce que la famille peut-être à Tahiti ou travailler à distance? C'est tout à fait ça. Quand les administrés viennent me dire, quand est-ce qu'on peut avoir de la puissance numérique? Quand est-ce qu'on peut avoir la 4G? Je dis, mais il faut peut-être patienter. C'est pas moi, Tavana, qui va. Du moins, je veux porter la voix de la population pour dire, il y a un souci de connexion à Rimatara, notamment dans les îles éloignées. Mais je ne suis pas là pour... C'est pas moi qui va régler le souci. Et non, mais il y a quelqu'un en face qui peut peut-être commencer à répondre à j'espère qu'on aura la réponse ce soir. Quelques questions. Mais d'ailleurs, j'allais me tourner vers toi, Tehina. Est-ce que tu peux nous donner un état précis des infrastructures aujourd'hui? Quelle capacité on a? Quelle est la couverture aujourd'hui
en 4G, en 5G? De manière générale, hein, les télécoms en Polynésie sont au même niveau que dans les pays développés du monde. Hein. Après, ce n'est pas le cas partout. Donc, on peut dire que sur Tahiti et les îles de la Société, les débits sont excellents, aussi bien en filaire, donc notamment depuis le déploiement de la fibre optique jusqu'au domicile des particuliers, ou en data mobile, 4G et maintenant 5G. On est plutôt bien lotis sur Tahiti, sur Montréal, les îles de la Société. Parce qu'elles sont connectées en câble sous-marin via Renotour. Depuis 2018, le groupe OPT a également tiré un câble sous-marin vers 10 îles des Tuamotu et des Marquises, plus 10 autres connectés en faisceau hertzien, proches de ces îles-là. Donc ces îles-là ont l'équivalent de ce qu'il y a sur la Société, ce qui est un exploit quand même pour des îles aussi éloignées et isolées. Et depuis 2022, 23, on a aussi un câble qui va chez les voisins de Tawana Artigas, Rurutu et Tubuai. Donc eux aussi sont logés à la même enseigne que Tahiti et les îles de la Société, avec d'excellents débits en filaire et en 4G. Donc à l'époque, le choix a été fait de ne pas s'arrêter ni à Rimatara ni à Reivava. Ce qui place ces deux îles-là, dont Rimatara, dans la même position que toutes les îles encore connectées par satellite. Ouais. Mais c'est dommage, hein, parce que la distance qui sépare Rurutu de Rimatara, il n'y a que ces toutes petites 180 km. Hein. On aurait pu effectivement tirer le câble jusqu'à Rimatara et effectivement il y a un sentiment d'injustice un petit peu. Oui, mais relier également Tubuai à l'île de Reivava qui sont juste la même distance que Rurutu et Rimatara. Hein. Et la 4G, la 5G, on en est où sur tout ce déploiement-là? La 4G a été déployée dans toutes les îles connectées par câble sous-marin, donc Société, Natitoa Nord, Natitoa Sud. Et elle commence à l'être dans les îles connectées par satellite grâce à un gros progrès technologique que nous apporte OneWeb. Donc de meilleurs débits que la situation actuelle avec Intelsat, satellite géostationnaire avec de faibles débits. Donc c'est possible grâce à OneWeb dans toutes les îles connectées par satellite. OneWeb, on va y rythme de déploiement de revenir. OneWeb. Les îles commencent à être déployées en OneWeb. Mais il y a toujours quand même ce sentiment quand on va dans les îles que ça reste un petit peu compliqué. Soyons réalistes. Ouais, c'est exactement le cas. Hein. Mais je peux déjà dire en début de ce débat-là, et on pourra continuer sur le sujet, fournir des télécoms dans les îles éloignées est déficitaire pour Onati. Ouais. Largement déficitaire, à plus d'1,5 milliard par an. Un déficit qu'on surporte face à des concurrents qui sont restés uniquement sur les îles rentables qui sont celles de la Société. Donc vous remplissez d'une certaine manière un service public. Des missions de service public qui sont aujourd'hui, dans l'état du code actuel, pas reconnues en tant que telles. Dans le code, il n'y a que la téléphonie fixe. Olivier, j'allais te donner la parole et je vois que tu as envie de la prendre. Oui, parce que c'est très intéressant cette approche-là. D'abord, aujourd'hui, par rapport au problème de Rimatara, la question, c'est peut-être pas de savoir tirer un câble. Ça, c'était vrai il y a 5-6 ans. Mais aujourd'hui, on ne va pas continuer à tirer des câbles sous-marins qui, en plus, au bout de 10 ans, doivent être tirés. 25 ans. Alors qu'on a... Oui, 25 ans, ça c'est la théorie, mais la pratique est après, peut-être ça un peu dépend des fonds sous-marins, alors qu'on a aujourd'hui le satellite. Donc, déjà là, je pense que la réponse pour le Tawana, c'est effectivement, ça va être une réponse satellitaire avec des solutions comme OneWeb qui doivent être la réponse. Sur le sujet que nous étions... excuse-moi, ton prénom. Ina. Sur le sujet de ce que ça coûte pour Nati, est-ce que les routes coûtent aux communes ? L'Internet, c'est l'autoroute de l'information. Au même titre que nous avons un instrument financier par l'État pour financer les routes, c'est ce qu'on appelle le troisième instrument financier, on aurait depuis longtemps dû considérer que la notion du coût de communication et des moyens de communication relevait non pas d'un acteur privé, aujourd'hui, ou même public, comme était l'OPT, mais bien du pays. Et si on considère ça, à ce moment-là, effectivement, j'entends, et c'est vrai, sur un plan de la rentabilité, que c'est déficitaire. Mais si on le place, cette notion de l'autoroute de l'information, des connexions Internet au niveau du pays, c'est un sujet de collectivité. J'ai une question pour Maître Varro. Est-ce que le droit à l'accès à Internet est un droit, comme on pourrait dire, avoir le droit à l'eau potable, avoir le droit est-ce que de prendre la route, par exemple? Est-ce que aujourd'hui, c'est encadré juridiquement ou pas du tout et c'est encore un flou total par rapport à ça? Alors, le droit à la connexion à Internet n'est pas un droit fondamental. Ça n'a jamais été reconnu ni par le Conseil constitutionnel, ni par la CEDH, ni par la Cour de justice de l'Union européenne comme un droit fondamental. Donc, on ne pourrait pas opposer à l'État ou à la Polynésie française un droit fondamental à l'accès à Internet en disant « Regardez, moi, administré, je souffre d'une inégalité face à l'accès à Internet. » Après,
Je vous dis ça, certains avaient lu dans une décision du Conseil constitutionnel en 2009 un début de reconnaissance du droit à l'accès à Internet, donc c'était en 2009. Depuis, ça n'a pas tellement évolué, mais peut-être qu'un jour, on y viendra, parce que en réalité, aujourd'hui, Internet, c'est un moyen de rester inscrit dans la collectivité, de payer ses impôts, de faire ses déclarations fiscales, de souscrire, d'avoir accès à des services publics, de souscrire à des parce que beaucoup de choses aujourd'hui privés. sont dématérialisées. De plus en Bien plus. sûr. De plus en plus. Et on tend vers ça dans les services de manière générale. Aujourd'hui, vous avez mesdémarches.pf, vous avez mesimpôts.pf, et donc les gens qui n'ont pas accès, je pense aux gens de Rimatra, mais je pense aux gens de plein d'îles qui n'ont pas un accès facile à Internet, effectivement souffrent de cette inégalité par rapport à d'autres citoyens. Après, je comprends aussi la position de Tehina qui nous dit on assure un service public et donc c'est pas rentable. C'est pas rentable, et l'entrée d'acteurs privés qui veulent faire, typiquement Starlink par exemple, qui veulent faire du B2C sans être fiscalisés ici. Moi, je comprends la position du politique aussi qui dit attention parce qu'on assure un service public de l'autre côté. Donc en fait, il faut écouter toutes les voix dans ce... Bien sûr. Alors, tu viens d'utiliser un terme que le tout le monde B2C, ne connaît pas forcément. Il y a le B2B, le B2C. Est-ce qu'on peut brièvement expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas? Starlink a ce schéma-là dans tous les pays. On a demandé à le changer, ils l'ont refusé catégoriquement. Alors c'est quoi B2C? Ça veut dire quoi? Ils vendent leurs services directement aux particuliers et le particulier peut acheter son abonnement sur Internet. Et B2B? Starlink passerait par un acteur local qui revendrait ses services. Qui est le cas de OneWeb. C'est business OneWeb le fait. Business to Avec customer. Business to business. business. Et business to business. D'accord. Définition. Comme ça, au moins, on a défini Oui, pardon, les c'est choses vrai qu'on que a... Non, mais c'est important, c'est bien que tu le dises parce que on va l'utiliser dans l'émission, donc autant qu'on le définisse, c'est qu'au moins, quand on va le réutiliser, on saura où on en est. Donc, il n'y a pas de droit fondamental à l'accès à Internet. Mais ça pourrait évoluer dans les prochaines années. Ça devient quasiment une obligation. C'est un peu ce que disait Artigas. Et pourtant, il faudrait que ça devienne, puisque avoir de la connexion, c'est pas un luxe, c'est indispensable pour nous de travailler avec des conditions décentes, parce que on employait le mot dématérialisé, on emploie le mot visioconférence, on emploie des vocabulaires tout nouveaux. La télémédecine aussi, qui est importante dans les îles. Et puis, l'éducation de nos enfants aussi à l'école, pour permettre aux enfants d'être au même niveau que les enfants d'ici. Et comment donner un sens à ces vocabulaires si on ne nous donne pas le numérique, si on ne nous donne pas cette puissance numérique? Ça n'a aucun sens pour nous. On nous parle de visioconférence, oui, mais bon, comment on le fait? J'allais dire même pour l'économie, parce que développer des business sur Internet dans des îles parfois éloignées, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ah, mais c'est plus qu'intéressant. Ça fait longtemps que je suis dans le sujet du numérique en Polynésie. Et finalement, là où il y a quelque chose qui ne s'est pas passé, qui commence à se passer, mais pas encore suffisamment, c'est que le politique se saisisse de la question: en quoi le numérique peut-il contribuer à l'augmentation du PIB du pays? Et si on prend cette question et qu'on la décline dans les différents domaines, même les domaines prioritaires du gouvernement actuel, l'agriculture, l'économie bleue, le numérique, on a une économie qui se constitue derrière. Et donc, à partir du moment où on est en manque de capacité de répondre à cette notion de tuyau suffisamment large, puisque c'est de ça qu'on parle, forcément, on est en déficit de pouvoir faire de l'économie. Or, c'est la clé. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on découvre, c'est benchmarké dans tous les pays. À partir du moment où vous avez un accès numérique qui est réel, ça permet à développer de la télémédecine, ça permet à développer des services de l'administration auprès des usagers. Mesdémarches en fait partie. C'est une stratégie du pays pour rapprocher l'administration des usagers. Ça permet de développer effectivement les écoles avec la notion, et les écoles, les formations. Je pense par exemple au projet du campus des métiers et qualifications, hôtellerie-restauration, qui est dans un projet, avec le soutien de l'État, de cuisine connectée, avec de la formation qui serait faite depuis les Australes, depuis les Marquises, depuis Tahiti. Ça ne peut pas se faire sans avoir des connexions adéquates. Et donc on voit bien tout ce que ça emmène derrière, cette notion de mettre l'accès sur se doter de moyens de communication nécessaires, parce que les technologies aujourd'hui, comme le disait très bien le Tavana, les logiciels aujourd'hui modernes de communes travaillent dans une approche non pas locale mais cloud. Ça veut dire qu'en accès Internet, et s'il n'y a pas le tuyau qui est suffisant, ils ne pourront pas le faire. C'est impossible. Après, en plus, ne serait-ce que pour créer une société,
Oui. Vous êtes dans les îles et vous êtes un petit artisan, vous faites des bijoux, vous faites des objets d'art, etc. Pour créer une patente, pour créer une société. Si vous avez besoin de vous déplacer en fait à Papeete, donc de payer le billet d'avion, etc. Alors que peut-être à l'avenir, que toutes ces démarches pourront être faites de manière numérique. Et donc, dès qu'on débloque ce genre de blocage à l'entrée, finalement, de frein, on permet à des gens d'accéder rapidement, plus efficacement à une activité économique et donc de développer l'activité. Et on réduit donc les inégalités aussi, depuis Tahiti vers les autres îles. Oui, tout à fait. Moi, je rejoins un peu notre avocat, là. Cette lenteur numérique ne permet pas un développement adéquat des archipels, surtout ceux qui sont très éloignés. Ça met un frein au développement économique. On parle des pêcheurs, on parle des agriculteurs, on parle des femmes qui travaillent la vannerie, notamment dans les îles, tout particulièrement à Harimantara. Mais cette lenteur numérique ne permet pas le développement économique de nos îles. On parlait de la télémédecine. À Harimantara, j'ai une infirmerie qui est dotée d'une valise. Une valise dans laquelle l'infirmière peut faire de la télémédecine, mais on ne peut pas l'utiliser. Donc ça fait 2 ans que la valise elle est là, on ne peut tout simplement pas l'utiliser. Et puis, la télémédecine ferait beaucoup d'économies à la CPS. On éviterait les évassanes. Et on éviterait également cette coupure entre les familles. Parce que la famille, quand elle vient ici, il faut qu'elle se loge, il faut qu'elle se nourrisse. Donc c'est plus facile de faire des consultations à distance et ça serait plus rapide qu'un évassan. On ferait des économies des 2 côtés. On voit bien que la limite est technologique. Ouais, c'est beaucoup de pression sur des services comme les vôtres. Et pour rassurer tout le monde, Onati et le groupe OPT tient au développement numérique des îles. Donc jusqu'à récemment, et les nouveaux acteurs comme Starlink ou OneWeb de solutions à orbite basse, on n'avait que des satellites géostationnaires et avec une technologie limitée, à faible débit. Donc on n'était pas capable de proposer de l'ADSL supérieur à 1 mégabit et encore, comme tu l'as dit, quand ça marchait. Ouais. Donc aujourd'hui, la révolution vient bien de nouveaux acteurs par satellite qui sont plus efficaces et moins chers. Nous, on va tripler les débits en basculant en OneWeb. On va le faire en 1 an et demi, donc d'ici à mi-2026, fin 2026. On va tripler les débits actuels et diviser notre facture par 2. Donc ça nous laissera la place aussi. C'est ça qui intéresse principalement les consommateurs. C'est le coût. Ouais. C'est ça qui fait qu'on a des gens qui ont envie de se tourner directement vers Starlink parce que ça coûte moins cher. Souvent, on parle du prix pour pouvoir être connecté à Internet. Ouais. Et c'est souvent ce qu'on reproche aux opérateurs locaux. Ça, vous l'entendez ? Oui. Mais on définit nos tarifs sur la base de ce que ça nous coûte. La Polynésie n'est pas les États-Unis ou la France avec 60 millions de consommateurs. Nous, on est 300 000 habitants, à peu près autant d'utilisateurs de téléphones mobiles, tellement c'est répandu. Mais en nombre de foyers connectés, il y en a 50 ou 60 000. Donc, tous nos investissements dans les infrastructures télécom qui permettent de toucher le client et le foyer et les entreprises sont faits et ramenés à cette échelle-là. Oui. Donc, à nous, ça nous coûte ce que ça nous coûte. Il y a répercussion sur les prix, forcément. Et si jamais on voulait que les prix diminuent, il faudrait forcément qu'on soit aidé. Ça dépend des zones. C'est bien qu'on comprenne comment les prix sont fixés et qu'on comprenne enfin pourquoi ça nous coûte ce prix-là. Les îles ne sont forcément pas rentables, dans tous les cas. Ça veut dire qu'Onati ne dégage pas de bénéfices ? On est déficitaire depuis 3 ans. Ah, d'accord. Mais ça ramène encore une fois le fait qu'il n'appartient pas à Onati de supporter ses coûts d'infrastructure pour servir Internet en Polynésie. Si c'est une décision, que ce soit Onati qui le porte, c'est une décision politique de dire il y a un opérateur qui porte ses coûts. Mais si ce n'est pas le rôle de cet opérateur, et ça ne devrait pas être le rôle de Onati, ça doit remonter à ce moment-là, exactement comme je disais tout à l'heure, sur les coûts de l'entretien des routes et de l'infrastructure routière dont on a besoin pour les véhicules, sauf qu'on est dans le numérique. Cette approche-là, dans tous les pays du monde, qu'est-ce qui fait le développement économique et la transition numérique du monde économique, donc les entreprises ? Eh bien, c'est l'évolution de l'administration par les outils numériques qu'elle utilise, et elle demande aux entreprises non plus de lui envoyer du papier, mais de la communication numérique. Donc à partir du moment où l'administration évolue, elle, dans son organisation numérique, et dans les îles, forcément, ses clients, entre guillemets, entreprises, associations, organisations quelles qu'elles soient, est obligé d'avancer et de s'évoluer dans sa transformation numérique. Et c'est là que tout se met en route. Partout, ça s'est vérifié. À partir du moment où l'administration, le pays, évolue dans une démarche, il embarque avec lui le monde économique,
et tout le monde qui est derrière. Parce qu'il investira plus, parce qu'il aura besoin de cette Parce voie-là. que pour pouvoir répondre à, on va prendre au hasard la DICP, et je décide que les déclarations d'impôts, les déclarations de TVA passent maintenant uniquement par une transmission numérique, tous les opérateurs de la Polynésie, collecteurs de TVA, vont passer par là. Pour pouvoir passer par là, il faut qu'ils s'équipent, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait le tuyau. Oui. Et là, ça devient un intérêt de l'administration du pays de dire je dois répondre à cette nécessité d'avoir les bons tuyaux pour permettre à mon administration de se moderniser comme je l'entends. Alors, dans les solutions, on commence à en parler depuis tout à l'heure. On a évoqué OneWeb et le développement de cette solution-là. On a évoqué le terme de Starlink, qui du coup fait polémique, fait débat en tout cas, puisque des personnes, des particuliers ont souhaité acquérir et importer une antenne. Ça a été le cas donc d'un de tes clients qui l'a importé et qui s'est vu refuser l'accès. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commandé une antenne Starlink, ce qui est parfaitement possible depuis la Polynésie française, ce qui est un peu étonnant, mais ce qui est possible. Il a commandé une antenne Starlink et il s'est vu, en gros, bloquer son antenne à la douane. Et lorsqu'il a demandé à la Polynésie française, en tout cas à la DGEN, de lui délivrer une autorisation d'importation, parce qu'à l'époque, il faut se souvenir que ça marchait comme ça. C'est-à-dire que il fallait demander des autorisations d'importation. Alors, c'était un flou absolu, parce que l'ANFR vous disait d'un côté... L'ANFR, c'est l'Agence nationale des fréquences radioélectriques. C'est celle qui, il y a encore 2 ans, on croyait était compétente pour délivrer les autorisations d'importation d'antennes satellitaires. En fait, l'ANFR a publié un communiqué en disant depuis 2001, le Conseil d'État dit que c'est pas nous. Depuis 2001, donc ça fait 23 ans. Oups, alors en fait, c'était pas nous. Et la Polynésie française s'est dit, oula, tout d'un coup, je me récupère une compétence surprise. Ouais. Et en fait, ils ne savaient pas comment le gérer. Manifestement, parce que le courrier qu'il a reçu en réponse de la DGEN, c'est on vous le refuse parce que Starlink est interdit en Polynésie française. Et moi, j'ai expliqué que c'est pas parce que le service est interdit que l'importation du matériel est interdite. Et en fait, on a cherché, on a creusé. Moi, je suis un peu idiot. C'est quand on me propose un sujet, je regarde jusqu'au bout pour est-ce qu'il y a vraiment une interdiction ? Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et dans le code des télécommunications, rien n'interdisait l'importation des antennes satellitaires. Starlink, en tout cas. Donc, j'ai fait un recours et le tribunal administratif nous a donné raison en disant effectivement, il n'y a pas de texte en Polynésie française qui empêche l'importation des antennes Starlink. Donc, libérer l'antenne. Et à partir de là, j'ai l'impression d'avoir jeté une allumette sur du kérosène, puisque, en fait, à partir de là, on s'est rendu compte que, finalement, il y avait ce vide juridique et qu'il a fallu le combler. Donc, le 17 juillet, le tribunal administratif tranche. Le 23 juillet, la Polynésie française prend un arrêté en Conseil des ministres pour dire, désormais, sont non conformes, alors j'ai plus la formule en tête exactement, mais sont non conformes tous les terminaux de communication qui permettent de contourner, le terme est assez étrange parce qu'il est très vague, de contourner les réseaux de télécommunications autorisés en Polynésie française. À partir de là, je crois que tous les gens qui ont essayé d'importer des antennes Starlink en Polynésie se sont fait refuser la délivrance de leurs antennes. Ce qui a créé forcément des réactions en chaîne. Ce qui crée forcément des réactions. Vous avez vu des communiqués sur Facebook de groupes de gens qui veulent attaquer le texte, etc. Évidemment, je pense qu'il va être attaqué. Le texte, on voit bien qu'il est fait pour boucher un trou. Clairement, il a été fait d'une manière assez fait très rapidement. Est-ce qu'on vous a consulté par rapport à cette j'espère que Ina, tu m'en veux pas pour cette parole, mais j'avais l'impression que c'était ça. C'est qu'on a comblé un vide juridique et il fallait le faire vite pour pas qu'il y ait trop d'importation de Starlink. En urgence, c'est ce que la DGEN a fait. Ouais. Et il faut reconnaître que Onati, Vodafone et Viti sont des opérateurs autorisés en Polynésie, quoi. Donc qui ont rempli un cahier des charges en tant que fournisseurs d'accès Internet et d'opérateurs mobiles. Et c'est ce que la DGEN souligne maintenant.
le Starlink devrait faire la même chose, normalement, s'il veut être autorisé en Polynésie. D'accord. Là, des jeunes travaillent sur l'évolution du code pour autoriser de nouveaux acteurs par satellite. Est-ce qu'à Rimatara, il y a des antennes aussi? Il y a des gens qui veulent des antennes? Non. Je ne suis pas là pour dire s'il y a des antennes, effectivement. Non, mais je vais juste répondre un peu, demander à Tehina, là. Tu disais tout à l'heure, Tehina, que le déploiement de ce système est déficitaire pour le pays. Et là, on entend... comment c'est déjà ton prénom? Édouard. Je t'appelle Édouard. Hein. Oui, tu m'en veux pas. Pas de souci. Et dire que, eh bien, là, on peut, puisqu'il a gagné le procès, pas gagné le procès, on peut effectivement, il y a une brèche qui s'est ouverte, et puisque c'est déficitaire, et pourquoi on ne laisserait pas l'opportunité aux personnes d'acheter la Starlink, puisque c'est difficile. Je sais, c'est pas facile pour le pays. Tu vas me sortir, mais travailleurs Donati, c'était là, machin. Mais ça, il faut le prendre en considération quand même, Artigas, qu'il y a une économie, qu'il y a des personnes qui travaillent, qui ont besoin aussi de cet emploi-là. Mais il y a également une population qu'il faut qu'on puisse répondre à cette lenteur numérique. Et si on devait attendre, tout à l'heure on parlait du câble. Effectivement, à ce moment-là, il n'y avait que ça qui nous était proposé pour les communes. Et là, effectivement, aujourd'hui, il y a d'autres moyens. On parle de OneWeb, on parle de Starlink. Nous, honnêtement, je ne veux plus de câble. Je veux plus. Je milite plus pour le câble, puisqu'il y a d'autres moyens comme OneWeb, moins cher, comme par satellite et Starlink. Face à cette lenteur numérique, moi j'ai subi ça. Il a fallu qu'on trouve des moyens. Il y a même Monati qui est venu, le chef, là, comment il s'appelle, Vinikissa, je dis son nom, nous a proposé une connexion ProLAN qui nous coûte une fortune. Je veux te dire combien ça coûte. Entre 150 et 200 000 francs la connexion par mois. Pour 2 mégas ou 4. Pour 2 et 4. Tu vois un peu? C'est pas viable. Alors aujourd'hui, s'il y a des communes qui ne s'en cachent pas, des communes, des Tuamotu qui ne s'en cachent pas, qui ont ProLAN, parce qu'il fallait répondre à un manque de services du pays, la carence du pays de fournir une connexion correcte pour les communes pour qu'on puisse travailler correctement. Sinon, on n'aurait pas pu travailler. C'est ce qui s'est passé dans le monde entier pour Starlink. Starlink a été autorisé uniquement en définissant dans le pays où il a été autorisé des zones où les services télécoms n'étaient pas satisfaisants. Donc la définition de zone blanche où les services télécoms ne sont pas au point. Et nous, le groupe OPT, ONATI, c'est ce qu'on défend avec la DGEN et on les accompagne dans la définition de l'évolution du code des télécoms pour bien définir ces zones blanches, notamment les îles connectées par satellite, et pour éviter que Starlink vienne concurrencer ONATI dans toutes les îles. Et quand on et vous là, dit... l'impact serait beaucoup plus fort. Oui. Ce que Tavan Artigas dit, c'est que globalement, on essaie de garder un espèce de monopole et on limite la liberté des uns et des autres à avoir accès à d'autres services. Je dis tout simplement à Tehina, quand il dit que le déploiement, c'est déficitaire pour le pays de déconnexion. Alors, rendons libre avoir la liberté de chacun. C'est ça. La nouveauté, quand même, c'est pas facile. La nouveauté pour nous, c'est qu'il y a OneWeb qui accepte de travailler avec ONATI, ce qui est une bonne chose. Ton micro qu'on puisse bien qui est en cours de déploiement. Ça va prendre 18 mois, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une trentaine d'îles. Et d'ici là, dans le cas de Rimatara, c'est pour octobre. Je t'appellerai en novembre. Je confirme. Tu me dis si depuis OneWeb, ça marche mieux, beaucoup mieux. Non, mais il viendra le constater lui-même. Je l'invite à venir à le constater lui-même. En fait, là, je parle en tant que citoyen, pas tellement en tant qu'avocat, mais j'ai eu le sentiment que finalement le choix de OneWeb était un choix qui permettait à la fois d'assurer la connectivité des îles et à la fois de protéger le service public d'ONATI. C'est-à-dire que ça remplissait le cahier des charges des deux côtés, ce qui n'était pas bête en réalité, parce que ça permettait de dire OneWeb passe par ONATI pour délivrer aux autres îles et assure un service qui est bien meilleur que ce qui est actuellement dans les îles. Alors que Starlink, il faut comprendre une chose. Starlink, c'est une méga constellation de satellites de 40 à 60 000 satellites à la fin. Aujourd'hui, il y en a au moins 10 000. Aujourd'hui, il y en a aux alentours de 10 000. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, depuis 1960 jusqu'à 2019, l'humanité tout entière
avait envoyé 9000 satellites dans l'espace. Ça veut dire qu'on est en train de décupler avec Starlink le nombre de satellites dans l'espace. Et en réalité, ce qu'essaye de faire Starlink, c'est pas du tout de délivrer de l'Internet à la petite zone isolée du fin fond des Tuamotu ou au petit village africain. Ce que fait Starlink, c'est d'essayer de concurrencer les connectivités Internet au sol. C'est-à-dire que son but n'est pas du tout d'aller toucher, excuse-moi, mais d'aller chercher le village de Limatara ou le village des Tuamotu. En réalité, son but, c'est de toucher les mégalopoles, New York, Paris, Tokyo, etc. Et pourquoi il faut 40 000 satellites ? C'est pas pour assurer la connectivité autour du globe. En réalité, avec 600 satellites, on couvre, et même avec 300 satellites, en réalité, on couvre très bien le globe. C'est pour assurer du débit. C'est-à-dire que quand vous avez 10 millions de personnes qui se connectent en même temps sur un satellite, c'est compliqué. Quand vous en avez 30 000, vous inquiétez pas, il y a du débit, et c'est du très bon débit. Et je dis ça parce que, comme disait le président Matthew Brotherson, Elon Musk n'est pas un philanthrope. Son but, c'est de faire du business. On est bien d'accord, parce qu'il faut avoir conscience qu'il y a quand même ce personnage-là aussi derrière Starlink. On l'aime ou on l'aime pas, mais ça reste un personnage assez controversé sur pas mal de choses. Il peut couper le service quand il veut, quand il décide. Voilà. Et finalement, OneWeb sauvegardait à la fois, j'ai l'impression, moi je trouvais ça pas idiot au final, sauvegarder à la fois les intérêts des îles et à la fois le service public de Onati. Olivier, ton regard sur toutes ces questions-là qui sont un peu développées. Je vais réagir sur un propos qui a été tenu. Onati, délivrance service public. Est-ce que Onati aujourd'hui a une DSP, une délégation de service public officielle? C'est une filiale d'OPT. Et le seul service public identifié comme tel, c'est la téléphonie fixe, qui est rentable, donc sur toute la Polynésie. Il n'y a pas de souci. Évidemment, je n'ai rien du tout contre Onati, les gens qui y travaillent. Mais dans le monde normal, économique, tous les jours, vous vous remettez en cause. Tous les jours, vous vous réorganisez sur des nouveaux métiers. C'est vrai. Je ne comprends toujours pas pourquoi on est dans le fait de considérer que c'est Onati qui doit porter cette notion de service. Parce que c'est l'opérateur historique. C'est une société privée. C'est une société privée. Oui. Mais qui est une filiale d'un établissement public. D'un EPIC OPT, j'entends bien. Ouais. Donc c'est finalement le public qui J'en supporte. reviens toujours à cette notion de rentabilité et de coût. Ouais. Qui dit rentabilité, qui dit perte, dit impact sur les prix. Mais alors moi, je vais rebondir public. juste sur un truc que je viens d'entendre en parlant de rentabilité, c'est les lignes fixes. Donc tu dis on est rentable. Pour la téléphonie fixe. Pour la téléphonie fixe. D'accord. Mais que tout le Qui monde utilise abandonne encore un parce que- téléphone fixe? Ouais, voilà. Alors, moi, quand on les dit professionnels. Oui, mais on est Alors, obligé. OK, dans les mairies. Moi j'utilise un téléphone fixe. Mais honnêtement, Continue. ce qui revient souvent, si on regarde, je vais juste terminer, Pardon. si on regarde souvent sur les réseaux, ce qui revient souvent, les commentaires qui peuvent aller dans le sens. Et pourquoi on est toujours obligé de payer cette ligne fixe Les pour se connecter à 3534 Internet? francs. C'est ça le C'est un reproche. support qui est nécessaire pour faire du téléphone. Et même si tu n'en fais pas, tu en as besoin pour l'Internet. Voilà. Alors ça c'est une accompagne- vraie Mais du coup, question ça quand même. accompagne les services Vous qui êtes sont supportés par déficitaire la d'un ligne. côté, mais quand même rentable sur la téléphonie On est fixe. déficitaire uniquement sur les archipels éloignés. Uniquement. D'accord. Sur la société, on est positif. Donc, on coûte de l'argent à la société. Eh oui, mais c'est. Alors, Mais excuse-moi, je t'ai arrêté là-dessus, mais c'est vraiment ça m'a Non, mais titillé l'oreille. encore une fois, je suis moi dans le monde privé. Dans le monde privé, quand on définit un prix de vente auprès d'un client, c'est au regard de ce que ça nous coûte, et pour que ça nous rapporte et qu'on s'équilibre, qu'on se finance et même qu'on fasse des bénéfices. Dans ce cadre-là, par rapport à ce que ça coûte à Onati, il appartiendrait normalement d'avoir une délégation de service public du pays auprès d'Onati pour combler ce trou. Qu'Onati soit l'opérateur qui a été choisi pour porter l'action des réseaux informatiques, pourquoi pas? Et d'ailleurs, les autres en profitent aussi, les autres opérateurs. Mais à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait une logique et c'est pas du tout pareil. Alors, certains vont dire, oui, mais c'est de l'argent qu'on prend du pays Oui, mais c'est pas du tout pareil, parce qu'à ce moment-là, si on vient combler le trou qui se fait au niveau de ce que coûte la communication, parce que c'est le pays qui la prend en charge par une DSP, logiquement, les coûts de communication devraient baisser. Le pays a conscience du problème du financement des zones déficitaires. Et le code doit évoluer d'ici à la fin de l'année. Juste, je vais revenir rapidement sur Starlink. Est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est un risque d'être dépendant ici d'un opérateur, d'une société étrangère? Et c'est aussi une perte d'argent? Sur un sujet comme ça, à mon avis, d'un opérateur pareil, c'est pas forcément un risque.
C'est un risque de se retrouver sous la coupe de quelque chose qui, du jour au lendemain, peut prendre des décisions qui ne sont pas motivées par ce qui nous importe d'avoir les Matarak et une liaison ou autre île. Sinon, on perd des clients qui vont sur Starlink dans les îles, quelles que soient les îles, sur toutes les îles, île par île. On va quand même devoir maintenir nos services actuels pour l'ensemble des autres citoyens qui n'auraient pas les moyens de se payer l'antenne Starlink, qui n'est pas si donnée que ça non plus. Et du coup, nous, on continuera à supporter exactement les mêmes coûts, quoi. Nos coûts ne vont pas diminuer et par contre, on va perdre des clients et donc augmenter encore plus le déficit, quoi. Réduire le peu de chiffre d'affaires qu'on peut faire dans les îles. Ouais. Donc il faut que le pays en a conscience et la DGEN. Il faut définir un nouveau code en définissant bien les zones blanches, des zones rentables. Il faut déployer rapidement le OneWeb dans toutes les îles isolées lorsqu'il n'y a pas de connexion ou pas du tout. Hein. Il faut le faire assez rapidement pour que les gens ne se tournent pas vers Starlink. Parce que ça monte, ça monte. Parce que pour répondre à cette... Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas non plus complètement empêcher, limiter la liberté des uns et des autres. Alors, il faut quand même rappeler que l'utilisation de Starlink est interdite par le Code des postes et des télécommunications et que c'est une infraction pénale en théorie. Alors, c'est-à-dire que si moi j'arrive à faire rentrer une antenne et je l'installe... Tant que tu as une antenne chez toi et que tu ne l'utilises pas, ça va. Si tu l'utilises, ça devient une infraction pénale. Il faut la constater, il faut qu'il y ait quelqu'un qui... Il faudrait que un jour quelqu'un s'y intéresse, mais je ne pense pas que ce soit dans la volonté du parquet de Papeete de lancer des opérations de police pour vérifier si les gens utilisent des Starlink chez eux. Oui, mais je reviendrai sur... Oui, vas-y. Pardon, non, mais c'était juste pour dire que effectivement, tu as raison sur une chose, c'est que et c'est ça rejoint ce que Olivier disait tout à l'heure, dans un marché purement économique, les acteurs économiques qui vont consommer vont se tourner vers le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est vrai que Starlink offre un rapport qualité-prix qui est extrêmement bon, mais il l'offre, et c'est là, il faut prendre tout en compte dans ce genre de débat, et d'ailleurs je regrette que ce soit pas au niveau de l'Assemblée que ça se passe, qu'on ait pris des arrêtés en Conseil des ministres. Bon, j'ai bien compris que c'était pour boucher un trou à un moment donné, mais il va falloir qu'à un moment ce soit un débat de société où on invite un peu tout le monde, et ce soit la représentation locale qui s'en saisisse. Mais il faut comprendre aussi que Starlink a un avantage, c'est qu'il n'est pas fiscalisé ici, il ne paye pas de TVA ici, il ne paye pas d'impôts, alors que Google, par exemple, qui a posé un câble, a créé une société ici, paye des impôts, etc., etc. Donc, en fait, c'est une opportunité, parce que d'une certaine façon... C'est immédiat aussi. Il y a le côté immédiat. Et en plus, il y a un côté immédiat qui est très attirant, parce qu'on commande sa Starlink, on l'installe, et tout de suite on peut l'utiliser. Et ça marche bien. Et ça marche extrêmement bien. Et ça marche extrêmement bien. Vous avez une population de voiliers qui sont équipés, qui arrivent du monde entier. Bien sûr. Alors on leur dit quoi? On leur dit qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser leur connexion tant qu'ils sont dans les eaux polynésiennes. C'est un des problèmes d'ailleurs du nouveau texte, c'est qu'il est tellement général que il s'appliquerait à toutes les situations et aux voiliers aussi. Est-ce qu'il y a une faute? Est-ce qu'il y a une faute pour une commune? Je parle bien d'une commune qui n'a pas, quand la connexion n'est pas... Rapproche un petit peu de ton micro. Quand la connexion n'est pas très, très bonne, est-ce que cette commune, pour répondre à une carence du pays, on parle bien d'une carence numérique du pays, le pays ne peut pas fournir le service. Est-ce qu'il y a une faute si la commune s'équipe d'une parabole, le Starlink? Est-ce que c'est une faute? Non, mais c'est pour travailler, pour répondre aux administrés, pour répondre à ces mails, pour répondre aux logiciels qui sont des bouffeurs d'énergie. Ça reste la loi telle qu'elle, le code tel qu'il est. La loi, si elle n'est pas sanctionnée, en réalité, personne ne la respecte. Et clairement, on a de plus en plus de gens qui se disent, de toute façon, je peux acheter une Starlink et il m'arrivera pas grand-chose. C'est quand même à vos risques et périls. Je tiens à le préciser. Oui, évidemment, je le déconseille. Je le déconseille évidemment, mais je peux comprendre aussi l'attrait que ça représente, parce que immédiateté, un coût plus faible, et ça va être un acteur économique qui va obliger d'une certaine façon, ce que disait Olivier, à Onati aussi à se remettre en question. C'est vrai que je reviens sur Artigas, je reviens sur l'histoire des 3534 francs qu'on paye pour la ligne téléphonique cuivre. Ouais. Je vous donne un exemple tout bête. Pour mon cabinet d'avocat, on paye toujours les 3534 francs alors que la cuivre est coupée à l'entrée de mon cabinet. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas connectée chez moi. Parce que le réseau téléphonie passe par la fibre. Donc j'ai l'impression de payer. L'abonnement en question vaut pour les deux. Pour la ligne, qu'elle soit cuivre vraiment, ou en je fibre. serais. Je vous avoue que je serais intéressé de soumettre ça un jour à une juridiction parce que
en réalité, moi j'ai le sentiment qu'on oblige l'achat d'un service qui est c'est un sentiment partagé. Le paiement mais d'ailleurs, je crois que l'association Tetiara avait fait un communiqué sur le sujet en 2022. On oblige à souscrire à un service pour avoir accès à un autre. Et ça... Mais sans la ligne, tu n'as pas le service, ni le téléphone, ni l'Internet. Oui, donc ce qu'on va faire, du coup, c'est certainement, on s'y achemine, on va changer nos offres Internet et définir un tarif qui inclut l'équivalent de l'abonnement de la ligne. Ouais. Donc dans OneWeb, on va avoir une part du coût qui sera un abonnement de ligne dont je n'ai pas besoin. Parce que je vis satellite. OneWeb remplace la connexion satellite actuelle jusqu'au central télécom de l'île. Attention à ton micro. Et ensuite, dans l'île, il y a le réseau local qui est installé. Et donc, les gens sont déjà connectés au central télécom de Onati dans leur foyer avec une Vinibox et un abonnement Internet plus ou moins correct. En fait, on se rend compte qu'il y a une vraie éducation à refaire sur tout ça, il y a de la compréhension de comment ça fonctionne, parce que... OneWeb, c'est que le tuyau entre Tahiti et les îles, par satellite. Les communications par satellite. Ensuite, localement, il va y avoir de la 4G bientôt, heureusement, et de l'ADSL tel qu'il existe aujourd'hui, avec de meilleures offres que ce qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui, puisque ça plafonnait à 1 ou 2 mégas. Et là, on va commencer à 6, 10 et 30 mégas, quand ça marche. On payait, on nous facturait 1 ou 2 mégas, mais on n'a jamais eu. Quand on fait des tests de speed test, on le sait très bien, on n'a pas la puissance qu'on nous promet. Et bien, Arimatara, on va bientôt le savoir. Si c'est bon, si c'est concluant, je serai le premier à vendre OneWeb sur toutes les îles. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si ça ne l'est pas. Si ça ne l'est pas, je suis le premier également à dire que ça ne fonctionne pas. Il faut trouver autre chose pour qu'on puisse travailler décemment. Je reviens toujours sur ce point. C'est même pas le coût. C'est tout simplement nous permettre de travailler, de répondre pour les administrés, souvent, c'est le coût. Pour les administrés, mais je parle d'une connexion Starlink sur une commune. Si un maire se lance là-dedans... Pour les administrations. Pour les administrations, c'est tout. En attendant, peut-être que le problème soit réglé. Que le problème soit réglé et que le problème soit réglé, que OneWeb soit installé et déployé. Peut-être que le problème en attendant, c'est qu'on s'habitue à ça et qu'après, on ne va pas vouloir forcément ressortir. C'est aussi mais ça peut être une idée aussi de se dire Starlink, on l'autoriserait uniquement pour des services publics. Dans des îles très éloignées et ça pourrait être la loi peut aussi être adaptée, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure et un peu à ce que tu disais, c'est qu'il faut faire de la communication, mais peut-être que ce serait bien aussi pour le pays de solliciter tout le monde, parce que pour l'instant j'ai l'impression que ce soit le choix de OneWeb ou de Starlink, il n'y a pas eu vraiment de débat à l'Assemblée autour de ça. Moi je m'étais intéressé à savoir s'il y avait une consultation des représentants locaux de l'Assemblée sur ce sujet. Pas de débat. Et donc en fait, on a l'impression que tout ça est fait par le gouvernement qui décide, et peut-être qu'il décide bien d'ailleurs. Peut-être que ce sont honnêtement, on n'a pas beaucoup le choix au-dessus de la Polynésie. Il y a Starlink ou OneWeb. Non, mais je sais, ou l'ancien Intelsat. C'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a d'autres solutions locaux, Est-ce qu'il y a d'autres solutions à l'extérieur qui existent et qui pourraient pallier à Constellation d'Amazon qui est annoncée pour dans 2-3 ans. Mais en attendant, il n'y a que OneWeb et Starlink. Et l'ancien Intelsat qu'on abandonne justement parce que trop cher et pas assez bon. C'est pas comme si on avait beaucoup de choix non plus. Je reprends sur la question de la consultation des citoyens. Je pense que c'est aussi... On disait quel est l'avenir numérique de la Polynésie. Peut-être que c'est aux Polynésiens de répondre. Peut-être qu'à un moment donné aussi, moi je regrette qu'il n'y ait pas une consultation des citoyens pour dire qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent sauvegarder le service public ou au contraire, est-ce qu'ils veulent du tout concurrentiel ? Est-ce qu'ils veulent aussi un acteur qui pollue l'environnement ? C'est-à-dire que quand vous lancez et vous devez maintenir 40 000 satellites en orbite, le coût environnemental n'est pas le même que quand vous avez une méga constellation de 648 satellites. Et donc... c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas forcément soulevé ce soir et qui est important aussi, parce que le coût environnemental est énorme. Gigantesque, et c'est pour ça que je vous donnais cette ordre de grandeur. Mais encore une fois, c'est quelque chose que le consommateur ne va pas forcément prendre en compte dans sa réflexion, parce que et je le comprends. On pense, et on le dit régulièrement, on a déjà une vie qui est très cher ici en Polynésie, on essaye déjà de manger, on essaye de faire en sorte de pouvoir payer sa maison, de pouvoir payer son essence et aller travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est difficile aussi de pouvoir mettre tout ça dans l'esprit et de mettre tout
tout ça dans la balance, quoi. Hein. On a envie d'aller, de pouvoir survivre déjà et donc de payer moins cher sa connexion pour pouvoir travailler correctement. Effectivement, si on doit payer moins cher ou un peu plus cher, mais à condition que ça fonctionne. Si on doit payer quelque chose et ça ne fonctionne pas, je peux te dire que la population va se lever et dire mais ton truc là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Donc il y a intérêt que ça fonctionne. Tout ça, ça conditionne l'avenir de l'économie numérique de la Polynésie aussi. Ça la conditionne, en tout cas, ce qu'il y a de certain, ça n'aide pas à la faire progresser. Il y a quelques années, dans le cadre de la French Tech que j'avais créée, on était sur une dynamique pour les îles qu'on appelait la Tech for Island. C'était la vision de la technologie au service des îles. Et ça reposait forcément sur la capacité d'avoir des moyens de communication adaptés. Ça venait répondre à les problématiques d'énergie dans les îles. Ça venait répondre à des problématiques de culture, de production d'eau douce. Tout ça reposait sur les tech, sur la technologie. Pas forcément que numérique, mais enfin, elle était quand même largement pilotée à distance par cela. On créait de l'emploi dans les îles au terme de micro-industrie avec des jeunes qui étaient formés pour y rester. Ça ne peut pas se faire sans avoir des moyens de communication optimales. C'est pas possible. Donc oui, le fait qu'on est en situation où on n'arrive pas à répondre à cette problématique des îles, on est dans un frein du développement numérique de ce qui peut se faire dans le pays. Et c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont derrière vraiment aujourd'hui à disposition pour permettre à la jeunesse de ne pas être forcément que dans du film et la musique. Moi, j'ai connu la création de Mana tout au départ. Je vais finir par avoir les yeux très très blancs. Je peux vous dire que Mana, on bouillait dans le monde économique. Pourquoi ? Parce que la seule chose que le gouvernement voyait, c'était l'Internet, c'était la musique, les films, chargement de musique. Puis alors, les mails. Je crois qu'on était le record du monde du nombre de mails qui étaient produits. Mais la dimension de développement économique, elle n'était pas là. Elle est née, cette dimension. Elle a commencé à naître en 2018 avec le cahier des charges de Smart Polynesia qui a commencé à poser les jalons du fait que le numérique avait une réponse économique et qui permettait du développement social, économique, fiscal. Il faut l'avoir. Et c'est sûr que la Polynésie, avec la taille qu'elle a, c'est compliqué. Mais il y a aujourd'hui des moyens de le faire et il faut absolument que ça se mette en place. Parce que même le câble sous-marin, si vous avez un câble sous-marin qui touche un atoll dont le réseau interne téléphonique, qu'on appelle la boucle locale, n'est pas en capacité de supporter du très haut débit, bah celui qui est content, c'est celui qui est au bout du tuyau, qui gère l'arrivée, le redépart du câble vers les autres îles, mais ceux qui sont sur la boucle locale, la mairie, l'hôpital, la dispensaire, l'école, ils ne voient pas la couleur. C'est comme si vous faisiez arriver un autoroute 6 voies sur une départementale. Et ça devient compliqué. Le sujet est identifié chez nous, de la qualité de la boucle locale. C'est essentiel. Et on passe par la 4G aussi, ça aide. C'est quoi concrètement la feuille de route là, de Onati sur les mois, les années à venir? À quoi on doit s'attendre concrètement? Si on parle des îles connectées par satellite, on vient de signer un contrat avec OneWeb pour 3 ans, avec triplement des débits par rapport à aujourd'hui et une facture diminuée aussi de moitié, à peu près pour nous, donc une meilleure économie. Et pour nous, du coup, ça sera diminué de combien? Non, ça va permettre d'offrir des offres offertes localement. À Tahiti, par exemple, en ADSL, 6 mégas, 10 mégas et 30 mégas, y compris dans les îles connectées par satellite, ce qui était impossible aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était du 1 méga. Et la facture ne changera pas alors, pour nous? Le tarif sera le même que celui appliqué sur Tahiti. Donc il n'y aura pas de discrimination non plus entre les îles éloignées et Tahiti. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher dans les îles que sur Tahiti. Ça coûte plus cher et c'est vendu plus cher aussi. Je viens de l'apprendre que ça coûte plus cher dans les îles que dans Tahiti. Y compris par satellite, c'est-à-dire ça coûte plus cher même avec le satellite dans les îles. C'est le satellite qui fait que ça coûte plus cher. Ah ouais, les îles connectées par câble sous-marin, le coût d'accès à ces îles-là est un peu inférieur à celui du satellite. Okay. C'est vraiment la techno-satellite qui est chère. Okay. Ouais. Donc on peut se dire que tout le monde, toutes les îles vont être connectées à un moment d'ici... Avant fin 2026. Avant fin 2026, toutes les îles sont connectées en OneWeb avec des capacités 3 fois supérieures à la connexion actuelle. Donc on fera un bilan d'ici là. Oui, dans le cadre Rimatara, ça sera dès octobre. Donc en novembre, j'irai c'est ce que le président a annoncé en tout cas. Rimatara sera connecté au OneWeb à compter du mois d'octobre. Moi, j'ajoute toujours 2 mois de plus. Non, on sera connecté avant la fin de l'année. Ça, c'est une certitude. Parce qu'après, il peut y avoir du retard dans les travaux, dans les connexions, le réglage, pour que les tests, les essais, que tout fonctionne. Tout à fait. Là, on parle en particulier des connexions par satellite vers les îles éloignées qui souffrent le plus de la fracture numérique.
Mais Onati continue le déploiement des technos dans les îles habitées aussi, en fibre optique, en 4G, en 5G, et continue d'investir, quoi. Il y a une grosse différence entre les îles de la société les plus peuplées, où le service est rentable, et les îles éloignées, où il n'est pas. On revient toujours à la question du financement de ces investissements. Est-ce que OneWeb offre un service d'une qualité équivalente à celle de Starlink? Non. Ouais. Enfin, on ne s'attend pas à ce qu'elle soit aussi bonne pour l'instant. Et c'est ce qui amènera toujours les gens à vouloir aller vers ces solutions-là. Et c'est là que c'est possible qu'il y ait de toute façon des comportements clandestins à un moment donné, avec des gens qui vont dire je préfère encore prendre le risque à ramener ma Starlink dans ma valise si je pars à l'étranger ou c'est le risque, on l'a dit, parce que le coût c'est un délit. C'est un délit qui est prévu par le code des postes et des télécommunications. Et voilà, donc Starlink pourrait refuser de faire une demande de fournisseur d'accès à Internet au pays. Si jamais le code qui doit changer là, lui impose de créer une société locale. Google a choisi de le faire, ce qui est bien. Si jamais c'était imposé à Starlink, Starlink pourrait refuser et donc continuer à rester illégal en Polynésie. Oui, mais ça n'empêcherait pas de souscrire à un abonnement itinérant. Mais la différence, c'est que... Mais si on va arriver à la fin de l'émission, je suis désolée, c'est déjà... c'est dommage parce que je rejoignais Edouard sur le fait qu'il fallait absolument rentrer dans une consultation populaire. C'est vrai. Pour moi, qu'on soit bien, c'est ce qu'il lance clairement, comme disait Boileau. Ouais. Mais il y a un sujet sur lequel je ne suis absolument pas au courant, je ne sais pas ce qui va se passer en tant que président d'Open, c'est Google. Oui. Google arrive, crée une société. Pourquoi faire? On ne sait pas. On nous a annoncé 5-6 data centers. Je reprends les termes, 5, je crois. Super. Opérateur numérique qui équipe les entreprises, avoir du data center local, ça nous évite de partir en Europe, ailleurs, c'est beaucoup plus sûr. Il en est quoi? Je ne sais pas. Donc aujourd'hui, on est sur l'arrivée de câbles Google. Ouais. Pour Google, pour leurs propres besoins. Ils arrivent et repartent. Ils arrivent et repartent. C'est ce qui est annoncé. Il y a un super bâtiment. C'est juste un passage, oui. C'est ça. Donc on en est où? Donc finalement, tout ce tohu-bohu qui a été fait autour de Google, ça apporte quoi la Polynésie exactement? Eh ben, on fera une émission sur le sujet si tu veux bien, Olivier. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat fourni. On a compris certaines choses, je pense. On a avancé, j'espère, sur le débat. Tavana, tu espères encore pouvoir être satisfait sur l'année 2000 parce que c'est une nécessité pour nous. C'est indispensable. Cet outil est devenu indispensable. On ne peut pas s'en passer. Imaginons-nous que demain, je viens à la commune d'une commune, je débranche tout le monde part en vacances parce qu'on ne peut pas travailler. On ne sait plus travailler avec un stylo. Le stylo dans le bureau, c'est pour faire des signatures. Voilà. Sur mon bureau, quand les gens viennent, c'est pour signature. d'Internet d'une certaine manière. En tout cas, voilà, vous le comprenez, l'accès à Internet en Polynésie, c'est à la fois une promesse, mais aussi un défi qu'il n'est pas évident de relever. Les acteurs locaux essayent d'y répondre. N'oubliez pas qu'il y a aussi cette notion de délit, même si on a envie d'aller vers un service immédiat. Aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas une possibilité légale en Polynésie française et je pense que c'était quand même important de le préciser. Merci encore à tous les 4 d'avoir participé à cette discussion. Je vous remercie également de nous avoir suivis. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions sur le replay TNTV Replay. Bonne soirée sur TNTV. On se retrouve la semaine prochaine, dans 2 semaines, pardon. Même chaîne, même heure, pour un nouveau débrief.